Complot à Florence, dans l'Observatoire de Galilée, de Guy Jiménez, chapitre 11, discussion au sommet. Hirsute, de la barbe et des cheveux, Galilée donnait toute l'apparence d'avoir peu ou mal dormi. Informé de la situation par Salviati, il avait revêtu en hâte sa vieille toge noire de professeur et descendu l'escalier, pressé d'aller trouver cette Fiorina qui l'avait tant amusé la veille et qui était en réalité un petit espion à la solde d'un mystérieux commanditaire. Galilée avait espéré que l'effet de surprise effraierait l'enfant et qu'il n'aurait plus alors qu'à recueillir sa confession. Il en fut pour ses frais. « Bien le bonjour, monsieur Galilée, s'exclama Fiorino. Je suis heureux de vous voir et désolé pour le dérangement. J'ai des choses d'une très grosse importance à vous dire. Voyez comme il improvise, s'indigna Virginia, cet effronté a réponse à tout. Eh bien, dis-les-nous, ces choses de très grosse importance, ordonna Galilée. Nous avons hâte de les connaître. Je ne peux les dire qu'à vous seul. À la grande surprise de sa fille et de sa logeuse, Galila accepta l'exigence de Fiorino. Montons au pigeonnier, proposa-t-il. Nous y serons plus tranquilles. Filippo, accompagne-nous. Je n'ai aucun secret pour mon ami Salviati, se justifia Galilée auprès de l'enfant. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Non, répondit Fiorino, je n'en vois aucun. Il y avait une grande part de comédie à prendre le garçon tellement au sérieux. Fiorino n'en était pas dupe. La partie, cependant, était agréable à jouer. Il passa fièrement devant Virginia et madame Sarti, sans un regard pour elle. Dans son dos, la gouvernante maugréa. « S'il ne tenait qu'à moi, je corrigerais cet animal, et moi, je vous tendrai le bâton, renchérit l'autre. » Quelques instants plus tard, une fois retombé le rideau de velours, Fiorino comprit, à ses sourcils froncés et à sa mâchoire serrée, que Galilée ne jouait plus. Salviati, une expression impénétrable sur le visage, se plaça à l'écart en observateur. La boîte contenant la lunette, enveloppée dans son tissu, n'avait pas bougé de la table. Galilée capta le regard de Fiorino. « Je la déballerai bien pour te la montrer, mais peut-être la lunette a-t-elle disparu ?» ironisa-t-il. « Je n'ai jamais eu l'intention de la voler, » répondit Fiorino, « si c'est ça que vous voulez dire. Vous pouvez vérifier. Votre fille m'a surpris avant même que j'y touche. »« Et que voulais-tu en faire ? La casser pour y récupérer des morceaux de lune ? Pauvre idiot !»« N'abuse plus de ma patience et dis-moi enfin qui te paie pour m'espionner et en échange de quoi tu allais recevoir un florin. » « Je devais semer des petits papiers par-ci par-là au moment de la fête, affirma Fiorino. Il ne dit pas que les feuillets étaient censés tomber des mains même du grand-duc au moment du déballage du cadeau. Il voulait encore éviter toute allusion au tissu pour protéger Piasquero. « Que nous chantes-tu là » demanda Salviati. « De quel petit papier parles-tu ?»« D'une dizaine de feuillets, pas si petits en fait, des in-octavo. » Après avoir été humilié par Galilée à propos de la lune, Fiorino voulait valoriser sa compétence d'apprenti imprimeur. « Où sont ces feuillets ? Je les ai jetés. » De plus en plus abasourdis, Galilée et Salviati entouraient l'enfant qui leur récita l'index levé. Plus puissant qu'un coup de dague, une salve de mousquet, un tir de canon. « Ce sont les mots qu'on t'a dit pour te mettre en garde, devina le savant, et que tu as retenus par cœur et par peur, puis tu as fait disparaître ces feuillets. Est-ce bien la vérité ? La vérité vraie. Où les as-tu jetés ? Dans l'Arnaud. Allons donc, intervient Salviati. On te promet la dague, le mousquet, le canon, et tu n'as pas craint de désobéir à cet homme ? Je vous ai craint davantage, vous et monsieur Galilée. Pourquoi ne pas nous avoir dit tout cela hier ? L'interrogea le savant. Hier, j'avais encore très peur du Vénitien. Le Vénitien ? Oui, il se fait appeler comme ça. Depuis, j'ai réfléchi. Pourquoi ne t'es-tu pas confié à ton parrain ? Cette fois, Fiorino n'eut pas besoin de mentir. Pour ne pas lui faire de peine, Galilée et Salviati se regardèrent. Tout cela semble tenir, finit par dire les savants. Salviati leva les bras au ciel. Il n'accordait pas le même crédit à Fiorino. Galilée questionna de nouveau l'enfant. « As-tu la moindre idée de ce contenaient ces feuillets ? Possédez-vous à l'imprimerie le reste du livre ou d'autres ouvrages du même auteur ? » « Non, je l'ai déjà dit à votre ami. Ces feuillets n'ont rien à voir avec l'imprimerie. C'est le Vénitien qui me les a donnés.
Fiorino eut tout à coup une fulgurance. C'est sûrement un livre d'un érotique. Galilée ne put s'empêcher de sourire. Un hérétique, le corrigea-t-il. Les deux hommes restèrent silencieux, songeant à l'effet désastreux que produirait la découverte de ce genre d'écrit le jour de la fête. Le livre pouvait être de Giordano Bruno, qui avait affirmé, entre autres choses, que la Terre tournait autour du Soleil et que le monde était infini, probablement habité par d'autres créatures. L'Église l'avait condamné à être brûlé vif 11 ans plus tôt à Rome. Ce Vénitien, à quoi ressemblait-il demanda Salviati. Fiorino en dressa un portrait imaginaire avec une caractéristique forte. Il a les yeux de deux couleurs. L'abbé Lorini n'est-il pas ainsi fit remarquer Galilée. Non, répondit Salviati, je ne crois pas. J'ai hâte de confondre cet homme, s'emporta le savant. Fasse le ciel qu'il soit là au moment de la fête. Je parlerai au grand-duc, je lui dirai comment on imagine me compromettre aux yeux de l'Église et me donner en pâture à l'Inquisition. Non, ne faites pas cela, le supplia Salviati. Vous seriez alors obligé de mentionner publiquement ces feuillets hérétiques. Or, il ne faut en aucun cas qu'un nom comme celui de Bruno soit associé au vôtre, de près ou de loin. Florence regorge de vos ennemis. Il leur serait facile de colporter, à partir de cet incident, une méchante rumeur qui vous conduirait au bûcher. Je suis forcé d'admettre que tu as raison, dit Galilée. Il ajouta avec un mauvais rire. Ne dit-on pas en effet qu'il n'y a jamais de fumée sans feu? La peur au ventre et l'amertume au cœur, Piaschero errait dans la ville, se demandant comment il avait pu se montrer aussi naïf. Le Vénitien, loin d'être un espion à la solde du cardinal, s'était servi de lui pour assouvir une vengeance personnelle. S'appesantir sur ce passé ne servait à rien, d'autant que l'avenir n'avait jamais été aussi incertain. Le drapier songea à la honte qui s'abattrait sur lui et sur sa famille si le complot venait à être éventé et son nom cité. La responsabilité pleine et entière lui en serait attribuée. Il ne pourrait pas même la partager avec le véritable commanditaire, dont il ignorait l'identité. Pour ne pas trop désespérer, Piaschero s'accrochait malgré tout à ce qu'avait dit le Vénitien. « Que veux-tu qu'il arrive ? Au pire, si Galilée découvrait les feuillets avant la fête, crois-moi, il ne s'en vanterait pas et ne penserait qu'à les faire disparaître. » Piaschero n'en était pas si convaincu. Il entrevoyait davantage son salut dans la réussite pleine et entière du complot et dans le scandale qui emporterait Galilée. À cette seule condition, il retrouverait une vie sereine et toute l'énergie employée depuis des jours, ses questionnements, ses craintes, n'auraient pas été inutiles. Fiorina avait-elle réussi à placer les feuillets dans le tissu enveloppant la lunette? Voilà la seule question qui valait, mais dont il n'aurait la réponse qu'à l'instant fatidique, vers 1 heure de l'après-midi. D'ici là, il retournerait chez lui et prendrait son mal en patience. Il décida toutefois de faire un détour par la maison de Galilée. L'idée folle le hantait de sonner sous un prétexte quelconque et de tâcher d'apercevoir Fiorina, ne serait-ce que pour échanger un signe, un regard qui le rassurerait. Il eut assez de bon sens pour se rendre compte que cela risquait de tout compliquer et de ne lui apporter que des ennuis. Un démon intérieur le poussa cependant à s'approcher de la grande maison. Il se trouvait à une vingtaine de mètres de la porte d'entrée quand celle-ci s'ouvrit, et Piescaro crut que son cœur s'arrêtait. Contre l'avis de Salviati, Galilée choisit de faire confiance à Fiorino et de le libérer, pourvu que le garçon revienne à la fête lui désigner le Vénitien, si éventuellement celui-ci se montrait. Contrariée par la décision de son père, Virginia en conçut une migraine, réelle ou imaginaire, qui la cloua au lit le reste de la journée. Galilée, faisant d'une pierre deux coups, remit à Fiorino un jeu d'épreuves à transmettre à son patron, et c'est pourquoi Piescaro surprit Fiorina sortant de la maison avec à la main les feuillets. Était-elle devenue folle? Le drapier, tremblant, la suivit discrètement avant de fondre sur elle en quelques bonds pour l'attraper par le bras. « Non, Bartolomeo !» cria Fiorino. « Qui est Bartolomeo ?» Fiorino reconnut Barbetta. « Lâchez-moi, vous me faites mal. Montre-moi d'abord ce que tu tiens là. » Piaschero constata rapidement que ces feuillets n'étaient pas les siens et consentit à libérer l'enfant. Tous deux s'affrontèrent du regard. « Vas-tu m'expliquer ? » ?»« Expliquer quoi ? Bartolomeo est mon parrain. Je n'ai pas de père, ma mère est morte, c'était la sœur de Bartolomeo. Il l'aimait beaucoup, alors c'est lui qui m'élève. »« C'est lui qui te force à voler sur le marché ? »
Fiorino haussa les épaules. Je suis assez grande pour le faire toute seule. Ça, je n'en doute pas, dit Piasquero. Pourquoi es-tu dehors? Pourquoi as-tu quitté ton travail? T'es-tu fait prendre? As-tu tout raconté à Galilée? Fiorino haussa les épaules plus ostensiblement encore, et une expression que son parrain employait quelquefois lui revint. Vous voyez le mal partout. Il sentit Barbetta atteint par cette remarque et jugea le moment favorable pour lui asséner une de ces explications dont il avait le secret. Hier soir, à peine revenu chez Galilée, je suis remonté au pigeonnet et j'ai placé les feuillets comme convenu. Vous pouvez être tranquille. On a travaillé tard pour préparer la fête et ce matin encore, depuis avant l'aube. Madame Sarti trouve que je me débrouille très bien. Mais là, c'est Galilée qui m'envoie à l'imprimerie pour rapporter des épreuves. Le drapier ne parut pas pleinement apaisé. Tu dis que les feuillets sont là où ils doivent être? Eh bien, nous verrons ça tout à l'heure, à la fête. Nous y serons, ma femme et moi, et Gélinda nous accompagnera. Une idée de Séraphina, un enfant, ça met toujours en confiance. Je me réjouis que ma fille assiste à cet événement considérable, la chute de Galilée. Non, lança Fiorino précipitamment. Non quoi? S'inquiéta Piasquero. Il vaudrait mieux que vous ne veniez pas. Il ne faudrait pas qu'on nous voie ensemble. Mais ton florin, j'irai chez vous plus tard. Vous me le donnerez, ça peut attendre. Barbetta redevenait soupçonneux. Bon, d'accord, se reprit Fiorino. Venez si vous vous y tenez. Piasquero, pas vraiment rassuré, se montra soucieux de calmer l'enfant et de la conserver dans de bonnes dispositions. Je ne connais pas ton parrain, mais il ne t'a pas vu depuis 2 jours et 2 nuits. As-tu réfléchi à ce que tu vas lui raconter? Si cela peut t'aider, proposa-t-il, dis-lui que je t'ai employé pour un travail urgent et que tu as dormi à la maison. Ce ne seront que demi-mensonges, et le bon Dieu te pardonnera, je suis sûre. Qu'il vous pardonne surtout de nuire à Galilée, répliqua le garçon avant de s'éloigner, laissant Barbetta plus inquiet que jamais. Fiorino passa d'abord par sa cache pour s'y changer. Il n'y retrouva pas ses habits de garçon, ni les pièces, ni les bijoux. Tout lui avait été confisqué. Il se rendit à l'atelier, le cœur battant. Le maître imprimeur et Bartolomeo étaient occupés à en créer une forme. Giacomo le vit le premier et donna l'alerte. Voilà Fiorinette, la belle est de retour. Au cri de l'apprenti, Bartolomeo abandonna sa tâche et se dirigea, menaçant vers son filleul. Bloque la porte, ordonna-t-il à Giacomo. Cette fois, je ne veux pas qu'il m'échappe. Le jeune apprenti et le maître imprimeur s'approchèrent à leur tour, décidés à lui flanquer une correction. Fiorino se retrouva cerné et aussi sûrement prisonnier que plus tôt dans la réserve de madame Sarti. Ayant prévu la chose, il brandit la liasse de papier qu'il tenait à la main en déclarant avec force. Un pas de plus, et je laisse tomber ces épreuves dans l'encrier. Vous vous arrangerez avec Galilée. La menace de noircir les feuillets, assortie de la mention du savant, provoqua une cessation immédiate des hostilités à la manière d'une formule magique. Le patron réagit le premier. « Laisse-moi voir. » Fiorino lui permit de jeter un coup d'œil à un feuillet, maintenant toujours les autres au-dessus de la pâte noire et épaisse. « C'est bon, » valida le maître imprimeur. « Il s'agit d'un jeu d'épreuves semblable à celle que Virginia Gamba a apportée l'autre jour. » La colère retombée, la curiosité l'emportait. Fiorino s'écarta du seau et confia les documents à son patron. « Qu'est-ce que tu attends pour nous expliquer » demanda Bartolomeo. Son filleul prit un air mystérieux. « Je ne peux encore rien vous dire. Vous saurez tout, promis, après la fête. Quand même, t'habiller en fille. » Ce n'est pas plus mal, on recrutait des servantes. Fiorino affichait un immense sourire, désarmant par avance toute objection. Le patron jubilait. Galilée travaille à un livre qu'il nous donnera peut-être à imprimer dans quelques mois. Pour le moment, les petits travaux qu'il nous confie doivent être à titre d'essai. À nous de bien soigner notre manière. Il y a tout de même quelque chose que je dois vous dire, ajouta Fiorino. Madame Sarti m'a renvoyé. Il marqua un silence pour ménager son effet. Mais Galilée m'invite à sa fête. Parrain, rends-moi mes vrais habits et raccourcis-moi les cheveux. Je ne veux jamais plus être Fiorina. Je l'avais déjà décidé avant-hier soir chez Pias. Il se retint à temps de prononcer le nom du drapier. Bartolomeo, tout à sa joie, n'y prêta aucune attention. Le patron autorisa le compositeur à cesser un moment le travail pour s'occuper de Fiorino. Il annonça aussi qu'il prêtait à l'enfant un habit du dimanche appartenant à l'un de ses fils. Bartolomeo prit son filleul à l'écart.
Je ne comprends rien encore à ton histoire, mais quelque chose me dit que de là-haut, notre Flavia veille sur toi. Ma bonne étoile. Le garçon n'avait jamais fait jusque-là ce rapprochement entre les termes de la prédiction et sa défunte mère. Bartholoméo entoura affectueusement les épaules de son filleul et ses yeux s'embuèrent. Une seule chose empêcha Fiorino de partager l'émotion de son parrain. Même s'il n'avait livré à personne le nom de Piaschiero, il avait d'une certaine façon trahi Barbetta. « Allons, ne sois pas triste, lui dit Bartholoméo, se méprenant sur la raison des larmes du garçon. Fiorino ne pouvait pas lui dire qu'en trahissant Barbetta, il risquait de perdre Gélinda qu'il aimait. Il en était sûr à présent, c'était elle la vraie demoiselle, à qui il n'avait pas menti, au contraire de tous les autres. Non, décida-t-il tout à coup, rien n'a encore joué, les feuillets n'étaient pas détruits et il savait où les récupérer pour accomplir la mission. Mais ne pas trahir Piaschiero, c'était trahir Galilée, qui l'honorait de sa confiance. Il semblait n'y avoir aucune solution. Et pourtant si, une solution toute simple et si évidente que Fiorino s'étonna de ne pas l'avoir trouvée plus tôt. Il allait les trahir tous les deux.